Ça a commencé avec ma rencontre avec des avocats au barreau de Paris, qui eux-mêmes travaillaient déjà des problématiques qu'on appelle de défense de la défense, qui consiste donc à défendre également les avocats et le métier d'avocat en France et partout dans le monde lorsque des avocats sont mis en cause pour la pratique de leur métier. J'ai rencontré Ramazan Demir à Istanbul alors que je faisais un voyage de tourisme. Parce que ses amis du barreau de Paris m'avaient dit « Mais va rencontrer Ramazan puisque tu es à Istanbul. C'est un confrère très sympathique que nous connaissons parce que nous le défendons depuis longtemps dans des affaires où il est mis en cause. » Donc je l'ai rencontré, je pense que c'était au mois de novembre 2015. Et à cette époque-là, déjà, il me parlait du fait qu'il était potentiellement en danger et qu'on se voyait aujourd'hui devant un verre, mais que peut-être demain, en fait, il sera en prison. Et bien parce que Ramazan est un confrère alors turc kurde et qu'il était déjà mis en cause de manière assez fréquente parce qu'il a fait partie d'associations de défense des droits de l'homme qui sont des associations marquées kurdes et qu'on assimile à une partie des clients qui sont défendus par ces avocats-là, qui sont des membres du PKK. Et le PKK étant considéré comme une organisation terroriste, en Turquie, on a tendance, malheureusement, à assimiler les avocats du PKK à leurs clients eux-mêmes, donc à des terroristes. Ramazan était, lui, déjà mis en cause dans ce genre de situation-là. Et un matin du mois de mars 2016, je me suis réveillée avec un message qui m'indiquait que Ramazan, avec d'autres avocats, avait été arrêté pour ce genre de faits, parce que lui-même, c'était une réaction en chaîne, en fait. Il était l'avocat d'avocats qui défendait des membres du PKK. Et la veille de l'ouverture du procès de ces avocats-là, tous les avocats de ces avocats ont été arrêtés, Ramazan Demir y compris. C'est dans ce cadre-là que j'ai été amenée à proposer mes services bénévoles pour l'aider, pour aider la cause et pour aider, si je pouvais en tant qu'avocat, faire quoi que ce soit pour attirer l'attention sur son cas et sur le cas des autres avocats parce qu'il n'était pas seul à être mis en cause dans ce cadre-là. Donc c'est d'abord une rencontre et ensuite une injustice. Oui, voilà. En fait, c'est une espèce d'engagement à plusieurs niveaux parce que c'est la connaissance de Ramazan, donc la rencontre amicale. C'est mon métier aussi qui est touché, c'est le métier de la défense. Et puis ensuite, c'est aussi une injustice au regard des droits de l'homme en général parce que c'est quelqu'un qui est persécuté, pas exclusivement du fait de son métier d'avocat, mais parce qu'il est kurde. Quand on est jeune avocat, qu'on se rend compte qu'une personne qu'on a rencontrée vit une injustice, qu'il a été emprisonné par un pays, comment est-ce que du coup on appréhende le début d'un combat qui va être le vôtre ? On se sent très petit. Je me sens très petite et je me sens toujours toute petite. Je pense que je n'empêche pas de Recep Erdogan de dormir le soir. Mais j'étais pas toute seule dans ce combat-là. Il y avait des confrères, Martin Pradel, Rochen Aytak, Jacques Bouissou, qui sont des confrères très engagés et beaucoup d'autres avocats du barreau de Paris qui sont très engagés aussi dans ces contentieux-là, qui savaient comment prendre les choses. Moi, je crois que j'ai vu ça aussi sous le prisme de l'aide que pouvaient nous apporter les réseaux sociaux, de tout ce qu'on pouvait faire pour que finalement l'opinion publique soit mise à contribution, comment on pouvait faire pour que tout le barreau de Paris déjà soit au courant, le plus de barreaux de France, d'Europe et du monde finalement, parce qu'on a réussi à mobiliser beaucoup de monde sur ce dossier-là. Donc je me suis sentie petite et voilà, je me suis dit qu'est-ce que je peux faire à mon niveau. Mon niveau, ça a été de mobiliser le plus de monde possible pour que finalement on essaie malgré tout de faire entendre pas ma voix, mais une voix unie de beaucoup de professions du droit et de n'importe quel citoyen qui s'est senti touché par cette cause-là, par la Turquie. Finalement, on a mis en place cette opération carte postale, comme on a appelé ça. Ça consistait dans le fait d'envoyer des cartes postales à Ramazan et à Ayşe Açınikli, qui était l'autre avocate qui restait en détention en même temps que Ramazan pour les mêmes faits. Ils ont reçu des centaines de cartes postales de partout dans le monde sur leur lieu de détention. Et de cette façon-là, finalement, avec l'aide de tout le monde et de toutes les personnes qui ont voulu s'engager dans cette affaire-là, je crois que là, ça a fait un petit peu de bruit, au moins dans les organisations judiciaires de Turquie, et peut-être plus haut, qui sait. L'idée, c'était vraiment de mobiliser le plus de monde possible parce que c'était pas un combat corporatiste. Des avocats qui se battent pour des avocats, forcément, ça paraît corporatiste. Mais pour moi, un avocat, c'est le défenseur des libertés de chacun.
il est là pour défendre, il est un des garants de l'état de droit, autant qu'un magistrat, mais à la rigueur, j'entendrais qu'un magistrat s'engage moins frontalement parce qu'on attend peut-être quelque chose de plus discret de sa part. Si un avocat se tait, alors ça n'a plus d'intérêt. Donc pour moi, c'est vrai que c'est facile de me rallier derrière un avocat parce que je me dis que l'avocat, il est là pour défendre tout le monde. Et vous dites que vous avez notamment mobilisé par le canal des réseaux sociaux. C'était tout de suite une évidence, passer par les réseaux sociaux, c'est une obligation, ou comment est-ce que ça s'est fait du coup ? Pour moi, en tout cas, c'était évident parce que n'étant pas journaliste, n'ayant pas ces réseaux-là qui sont forcément plus évidents pour obtenir une visibilité, et ayant un compte Twitter et étant assez actif sur ce réseau social, je me suis très vite rendu compte que c'était un moyen assez magique de communiquer. Alors communiquer de tout et n'importe quoi, et pas forcément des choses intéressantes, mais aussi là-dessus. Donc finalement, on avait créé à l'époque un compte spécial sur ces cartes postales-là, enfin pour Aïcha et Ramazan, et ça a très très vite pris. Donc on a bien profité de ce moyen-là, et je suis absolument pas sûre que ça aurait aussi bien pris s'il n'y avait pas eu Twitter et Facebook. Donc ça a bien pris, est-ce que ça a porté ses fruits ensuite concernant le sort des deux avocats ? Ça a porté ses fruits pour Ramazan et Aïcha eux-mêmes, ça c'est sûr, parce que pour leur morale en détention, ça a été très très important, et ils nous l'ont dit à plusieurs reprises, de savoir qu'ils n'étaient pas seuls, que tout le monde pensait à eux, et que peut-être cette opération allait permettre de les aider à les libérer. Pour ce qui est de savoir si cette opération-là a une influence réelle sur la décision de les libérer, ça je ne sais pas, évidemment. En revanche, il est sûr que aussi bien les cartes postales que le fait que de nombreux avocats assistent à ces audiences, les audiences qui concernent Ramazan et Aïcha, mais aussi les audiences qui concernent tous les avocats qui sont poursuivis en Turquie à l'heure actuelle. Il y a systématiquement des avocats d'Europe et puis parfois d'ailleurs dans le monde qui viennent assister à ces audiences. Cette pression-là, notre présence constante et les cartes postales, je pense que ce n'est pas ignoré par les magistrats. Ils savent qu'ils sont regardés, qu'ils sont observés par les barreaux du monde entier ainsi que par les magistrats du monde entier. Au final, les deux avocats ont été libérés. De votre point de vue, du coup, on peut dire que la mobilisation a été concluante ou pas ? Oui, à mon sens, la mobilisation a été concluante. Même si je ne sais pas à quel point elle l'a été du point de vue des juges en Turquie, je pense qu'elle a permis de continuer à mettre en lumière une situation qui est désastreuse en Turquie à l'heure actuelle, qu'on a apporté un soutien qui est très important pour nos confrères et pas que pour nos confrères là-bas, pour les autres professions, les autres personnes qui sont ciblées en Turquie à l'heure actuelle et qui savent que, en toutes circonstances, il y a toute une catégorie de personnes. Alors déjà que les Français, en général, pour parler de la France, sont informés de ce qui se passe en Turquie et qu'il y a des gens qui sont mobilisés en permanence pour suivre leur cas, leur cause, pour les épauler et qu'on soit sympathisant, kurde ou non, à mon sens, c'est pas la question. C'est qu'on est tous là pour noter un recul des droits de l'homme très très grave en Turquie. Et qu'à mon sens, maintenant que ça se sait, ça ne sera pas oublié en France. Et du coup, l'étape d'après, c'est une mobilisation, ou en tout cas un engagement plus structuré, plus organisé, qui passe par une association, une ONG, ou vraiment c'est juste une expérience personnelle qui vous a beaucoup appris et basta ? Je ne me cantonnerai pas à cette cause-là, qui est celle de Ramazan Aïcha, de la Turquie en particulier. Je veux pouvoir donner de mon temps à toutes les causes qui m'intéresseraient au fur et à mesure. Après, sur cette cause en particulier, je pense qu'il est important qu'on puisse, alors pas forcément créer une association, parce qu'il existe déjà finalement beaucoup d'associations chez les magistrats, chez les journalistes. Chez nous aussi, on a l'Observatoire des avocats en danger. Bon, mais à mon sens, il faudrait quand même structurer quelque chose où on puisse travailler ensemble sur un projet plus global, qui serait celui de la société civile menacée en Turquie. Après, sur mes combats à moi, je reste quelqu'un de très engagé et à chaque fois que quelque chose me tient à cœur, j'y vais et je pense que c'est pas pour rien que je suis devenue avocat d'ailleurs.